dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la dette émergente et nous en parlons avec un spécialiste qui est le responsable de la gestion de dette émergente chez GEMO Assets. À mes côtés en plateau, Guillaume Ritaud. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Bon, un univers d'investissement assez vaste, la dette émergente, avec plusieurs segments de marché ou sous-segments, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez cataloguer, mais justement, quand on navigue dans cet univers au sens large, qu'est-ce qu'il faut savoir, j'allais dire, après 9 mois révolus de cette année 2025, en termes de performance? Ça fait déjà peut-être 2 ans que les émergents, actions et dette, crédit, affichent de très belles performances. Tout à fait, très bonne question. Effectivement, quand on parle dette émergente, c'est vrai que souvent, les investisseurs font la confusion entre les différents sous-segments de marché. C'est un peu un fourre-tout, alors qu'il y a effectivement des choses assez différentes. Comme en Europe, on ne traite pas de la même manière la dette souveraine et la dette corporate. Donc c'est vrai que le segment, il y a 3 principaux marchés. Le segment historique, c'est la dette souveraine en devises dures. C'est le segment qui avait été créé, qui trouve ses origines dans les années 90 et qui est vraiment dédié pour les investisseurs internationaux. On pourra revenir dessus. C'est votre univers. Le marché sur lequel on se positionne à travers notre fonds GEM Bond. Ensuite, il y a le marché de la dette souveraine en local currency, donc en devise locale. Ouais. Donc ça, c'est le marché plutôt pour les investisseurs locaux, qui est plutôt un marché plus réduit et plutôt pour les marchés plus matures, vraiment les vrais marchés émergents qui recoupent un peu l'univers d'investissement des actions, si on veut, en quelque sorte. Donc là, avec du risque de devise. On pourra revenir dessus aussi également. Et enfin, le marché de la dette corporate, donc des entreprises émergentes, et là encore en hard currency, donc qui sont à destination des investisseurs internationaux, libellés principalement en dollars, accessoirement en euros. Et si on prend ces 3 grands segments, et donc on a 3 grands segments, des performances parfois à 2 chiffres, c'est ça aujourd'hui cette année. Donc si on prend par ordre croissant, donc la dette corporate qui fait à peu près 7,5% depuis le début de l'année, on est à 11,5% sur la dette souveraine en dollars. Et on est à 18,5% sur la dette en local currency. Alors tout ça est exprimé en dollars. Donc, il faut bien faire attention, puisque effectivement, quand on parle de dette émergente, il y a toujours un aspect change qui rentre en compte. Et donc, si on traduit ces performances et qu'on les traduit pour un investisseur euro en euros, l'histoire n'est plus la même. Sur la dette en corporate, on est plutôt à -4, on est à -2 sur la dette souveraine, et on est à peine à +6 sur la dette en local currency. La raison pour laquelle on a souvent des parts couverts contre le risque euro-dollar. C'est le cas, on a une part de notre fonds qui est couvert, hedgé contre le risque euro-dollar. Le mouvement du dollar cette année, c'est un mouvement, j'allais dire, qui fait la performance. Exactement. Les devises en général, et pour exempler, alors... Avec, sur ces parts couverts, on reste sur des performances très, très honorables, quasiment à 2 chiffres sur la dette souveraine, 9,5 sur le souverain hard currency, on est plutôt à 4,5 sur le corporate hard currency. Et le local currency, alors bon, là on ne va pas le couvrir parce que ça coupe le carré, mais juste pour illustrer, donc la perte de 18,5, plus de la moitié provient de la performance des devises, la baisse du dollar contre les devises émergentes. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que le mouvement du dollar cette année est assez historique. Ça n'a clairement pas été le cas sur les 3 années précédentes. Au contraire, on a un mouvement d'appréciation du dollar qui a fortement pénaliser les pays émergents. Donc là, il y a un vrai changement d'histoire, un nouveau paradigme très positif sur les pays émergents, sur lequel on peut peut-être revenir. Qu'est-ce qui explique justement ces performances-là positives? Quels ont été les grands moteurs? Alors, la baisse du dollar sans doute, mais quels ont été les grands moteurs qui permettent à ces classes d'actifs, de dette émergente, d'afficher ces performances? Et derrière ces performances, est-ce qu'il y a un vrai regain d'intérêt de la part d'investisseurs qui ont pu se méfier, voire délaisser cette classe d'actifs pendant parfois plusieurs années? Tout à fait, très bonne question. Alors, vous avez déjà un peu la réponse dans les performances, mais c'est vrai, indéniablement, donc, la baisse du dollar qui s'est initiée depuis le début de l'année, la baisse des taux de la Fed, enfin tout ça est un peu lié, mais plus largement la détente des conditions financières en dollars. C'est vraiment ce qui est important pour les pays émergents. Donc, on parlait des 3 sous-marchés, c'est important parce que c'est pas les mêmes moteurs de performance et facteurs de risque. La local currency, on a bien compris, c'est de la devise émergente. On est plus sur un produit de devise qu'un produit obligataire. Donc, c'est très important, il faut avoir une vraie vision sur les devises émergentes. On peut vite faire -30 sur ce genre de produit. C'est pas le cas sur le corporate hard currency, souvent hard currency, on va avoir une volatilité plutôt là obligataire. Ensuite, ce qui va être important pour les pays émergents en hard currency, comme ils sont majoritairement investis en dollars, c'est le niveau des taux américains et la vigueur du dollar. Et c'est vrai que sur les 3 dernières années, ils ont été servis, avec le très forte hausse du dollar, plus le crack qu'on a eu sur les taux américains en 2000 et en 2022, avec le pire drawdown historique sur la classe d'actifs. On a une vraie inversion de tendance. Alors, il y a une volonté de l'administration américaine de faire baisser le dollar. Ça c'est structurel. C'est vrai que le mouvement était très rapide depuis le début de l'année. On sait que c'est rarement linéaire, il y aura probablement des phases de correction, mais on pense que nous, c'est un call vraiment structurel, porteur pour les pays émergents. Après, il faut bien voir que ça a un effet très positif, un espèce de cercle vertueux qui va se mettre en place. L'inverse de ce qu'on a vécu sur les 3 dernières années. C'est-à-dire pour ces pays émergents, il faut voir, la plupart des pays en voie de développement, ils ont principalement accès à la dette en dollars. Donc, ils ont une dette en dollars, donc le numérateur, sur un PIB en monnaie nationale, donc le dénominateur. Et donc, l'appréciation du dollar, ça fait augmenter leur endettement sans rien faire, mécaniquement par l'effet change. Et donc, ça fait augmenter à la fois les prix importés, ça
ça oblige les banques centrales à resserrer leurs conditions financières, ça casse l'activité économique, c'est un peu le cercle vicieux qui se met en place, et là, c'est l'exact inverse qui est en train de se matérialiser. Donc ça redonne des marges de manœuvre, ça stimule l'activité domestique, ça permet aux banques centrales de baisser leurs taux, et en plus, là, on est dans un contexte où les gens cherchent à diversifier ex-US leurs investissements. Est-ce qu'on est forcément soumis en grande partie au mouvement du dollar, ou est-ce qu'il y a quand même dans ces marchés-là, j'allais dire, des phénomènes un peu intrinsèques, idiosyncratiques, puisque vous êtes plutôt positionné sur de la dette souveraine, on parle de signature d'État. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui changent aussi dans les équilibres de finances publiques, les régimes de croissance, qui font aussi la performance et le regain d'intérêt de ces pays Exactement. Guillaume. Donc il y a l'effet un peu structurant dollar, bien évidemment, qui est fondamental, essentiel. Après, derrière, il y a une vraie amélioration fondamentale des pays émergents qu'on a depuis maintenant 10 ans. Alors c'est vrai qu'ils ont traversé des chocs assez exceptionnels au cours des 5 dernières années. Ça a commencé avec la crise du Covid, ça a enchaîné avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ensuite, il y a eu le krach obligataire dont je parlais tout à l'heure. Et dans ce contexte-là, on a des pays qui ont traversé ces crises-là et vraiment amélioré leur cadre institutionnel. Ouais. Il y a une vraie volonté, alors souvent en partenariat avec le FMI, pas toujours dans le cadre de programme, mais en tout cas avec une vraie partenariat. Ces pays ont accès à l'aide technique du FMI, hors programme, mais surtout on a une vraie amélioration. Donc, on a des réformes de fond. Globalement, on a beaucoup de pays qui sont passés en régime de change flexible, qui ont mis en place des règles budgétaires en termes de finances publiques. Des banques centrales, je pense que ça a été maintes fois évoqué, qui ont été très réactives dans la phase inflationniste. Et donc, on dit qu'elles ont gagné en crédibilité. Une banque centrale comme celle du Brésil a gagné en crédibilité dans ce cycle, par exemple. Oui, moins au niveau budgétaire, mais moins au niveau monétaire. Et comme la plupart... Il y a un peu des tensions entre les deux parties du policy. Les pays émergents, même les pays en voie de développement moins bien connus, ont vraiment fait leur job. Et c'est difficile parce que ça demande des sacrifices. Et les investisseurs en ont conscience de ça ou pas encore? Je fais souvent le parallèle avec les bancaires. C'est-à-dire que les bancaires, beaucoup d'investisseurs sont restés, alors ça a changé ces dernières années, mais sont restés avec l'idée, le traumatisme de la grande crise financière, des faiblesses du secteur bancaire. Est-ce qu'il y a un peu cette idée-là aussi? Ça prend du temps, il y a le choc de performance de 2022, indéniablement, il y a l'historique, et il y a aussi beaucoup d'investisseurs, souvent, qui, notamment, il y a une grande vague d'investissement post-grande crise financière, après la crise des subprimes, beaucoup d'institutionnels, notamment en France ou en Europe, ont investi sur la dette en devise locale émergente, après des performances assez importantes et vendeuses. Si je puis m'exprimer ainsi. Et en fait, on subit derrière des contre-performances assez massives, de l'ordre de moins 20 à moins 40 en fonction des fonds. Et c'est vrai que souvent, quand on va parler de dette émergente, on dit « Ah, attendez, j'ai déjà investi, j'ai pris une claque, je veux plus en entendre parler. » Mais voilà, ça répond aussi à la méconnaissance de l'univers et les différentes sous-catégories qui répondent. Et effectivement, comme je disais, on n'est pas sur du produit obligataire quand on est sur de local currency. On est plus sur un produit de devise. Ouais, effectivement. Bon. En ce qui vous concerne, donc le fonds, d'ailleurs, la stratégie GEM Bonds, c'est ça, GEM Bonds, fêtera ces 4 ans là en fin d'année 2025. Et donc c'est ce que vous nous disiez. Vous avez fait le choix dès le départ de circonscrire votre univers d'investissement essentiellement à la dette souveraine en devise dure. Pourquoi avoir choisi cet univers justement dans le vaste monde de la dette émergente, et qu'est-ce qui caractérise alors cet univers et votre approche de cet univers? Oui, tout à fait. Alors comme j'expliquais en introduction, c'est le marché historique, donc qui trouve ses origines dans les années 90. Il a été en fait conçu pour les investisseurs internationaux. C'est-à-dire c'est le marché le plus sécurisé, d'un point de vue opérationnel. C'est-à-dire qu'on est sur des juridictions anglo-saxonnes, principalement le droit d'État de New York. On est sur des règlements de livraison ISDA, donc ça se traite exactement comme du titre XS US, comme du crédit européen, en T+1, T+2, si c'est du code unique US. Et derrière, on est sur des souches benchmark minimum de 500 millions d'euros. Donc on a une liquidité, même sur les pays, peut-être avec les souches les moins importantes, on a une liquidité qui, globalement, en moyenne, est similaire à ce qu'on peut avoir sur les meilleurs titres corporate en Europe. Donc, ça donne des types, les Total, Orange, BNP. Donc, c'est pas vraiment un sujet. Les pays se traitent sur des tailles énormes. Alors voilà, ça reste des produits de crédit dans les contextes compliqués. On sait que la liquidité est difficile, on va pas se mentir, quels que soient les marchés de crédit, mais c'est pas vraiment un sujet. Ensuite, on a historiquement un marché. Alors, il faut bien voir aussi sur les États par rapport aux entreprises. Un État ne peut pas faire faillite. Il n'y a pas de procédure de liquidation qui se met en place. Et donc, on a historiquement en fait des taux de recouvrement qui sont supérieurs à 50%. Très bon, bien supérieurs à ce qu'on peut avoir sur le corporate. Et surtout, on a une vraie volonté, en tout cas une nécessité pour les États, de tenir compte de l'intérêt des créanciers dans la mesure où à un moment, ils ont bien conscience qu'ils devront avoir retour, en tout cas au financement externe. Donc on a généralement des conditions favorables. Et juste pour exempler ça, sur les 9 défauts qu'on a eu sur la période 2020-2022, pendant le pic des chocs, on n'en a pas eu depuis.
post-défaut, l'ensemble de ces obligations font en performance en moyenne entre plus 15 et plus 25%. Enfin, minimum plus 15, maximum 25. Donc, on a un marché assez spécifique avec des titres très, très liquides, ce qui n'est pas le cas sur du triple C corporate. Ouais. Donc, et historiquement, on a un marché qui génère à peu près entre 3 et 4% de surperformance par rapport à la dette de référence américaine ou enfin des pays développés en général. Donc on est largement rémunéré pour le risque-prix et on considère que c'est un marché, en tout cas une classe d'actifs qui a tout à fait sa place, en tout cas en diversification dans un portefeuille diversifié. Juste, il nous reste 30 secondes, Guillaume. Cette stratégie, elle vous permet de porter des convictions fortes. Vous pouvez vous écarter un peu des indices, vous pouvez faire des choix de gérants actifs dans le monde de la dette émergente. On n'est pas contraint et aussi c'est peut-être le meilleur produit en termes de diversification géographique, en termes de pays, 70 pays et régional. On couvre toutes les régions. Il n'y a pas de biais un peu Asie comme ça peut être sur les actions. Il y a un petit biais LATAM, mais bon, globalement, on peut être présent sur toutes les régions. Tout le spectre en termes de qualité de crédit, de l'investment grade au high yield. Au plus bas. Hein. Et donc derrière, nous, on n'est pas contraint en termes d'exposition. Donc sur les 70 pays, on en a à peu près 40 en portefeuille. On a donc il y a des choix. Entre 35 et 40% actuellement. Voilà, on est un marché, une classe d'actifs aussi, qui peut-être historiquement celui qui génère le plus d'alpha avec constance. Quoi. Et on peut dire qu'aujourd'hui, dans l'ère où la gestion passive a tendance à prendre le pas, c'est pas inintéressant. Là, la gestion active a encore toutes ses lettres de noblesse dans ces univers d'investissement. Alors le crédit, la dette émergente, etc. Merci beaucoup, Guillaume. Guillaume Rito, le responsable de la gestion dette émergente de Gemway Assets, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.